Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'IDEAP pour cette conférence de Yann Logan consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Merci de nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi. J'ai le plaisir de vous saluer au nom de l'Institut de hautes études en administration publique et en particulier au nom de sa direction. Voici un an, presque jour pour jour, se tenaient ici, à Lausanne, les 3e Jeux olympiques de la jeunesse. Évidemment, l'IDEAP considère que le sport est un levier majeur d'un certain nombre de politiques publiques qui nous intéressent. Évidemment, il y a la politique du développement territorial, il y a la politique de la jeunesse, la politique de la santé, pour n'en mentionner que quelques-unes. Et vous savez que notre institut, l'IDEAP, s'intéresse particulièrement aux politiques publiques et que nous insistons dans nos formations notamment sur la nécessité de temps à autre de procéder à une évaluation de ces politiques publiques et de leurs instruments, et puis de se livrer de temps à autre à un bilan de l'utilisation de ces leviers de politique publique. C'est pourquoi nous sommes tout particulièrement heureux ce soir d'accueillir le directeur général des Jeux olympiques de la jeunesse 2020, M. Yann Logan, et nous sommes heureux qu'il ait répondu à l'invitation de notre collègue Jean-Loup Chaplet, et qu'il ait accepté de venir parmi nous à se livrer à cet exercice ce soir. C'est d'ailleurs Jean-Loup Chaplet qui, à l'issue de la présentation de M. Yann Logan, assurera la séance des questions. Donc si vous avez des questions, notez-les, vous aurez le loisir de les poser à l'issue de la conférence de M. Logan. M. Logan est une personnalité à multiples facettes. Alors, je ne vais pas toutes les mentionner ici ce soir, ça me prendrait trop de temps, mais je vais me contenter d'en signaler deux à votre attention. La première, c'est sa facette d'officier de carrière au service des forces aériennes suisses, des forces aériennes dont il est actuellement le chef des relations internationales. La seconde facette de M. Logan, c'est celle de l'événementiel, celle des grandes manifestations. Parmi ces grandes manifestations, je mentionnerai uniquement la direction des démonstrations aériennes R04 et R14 à Payerne, R14 qui marquait les 100 ans de la défense aérienne suisse. Évidemment, et c'est à ce titre qu'il est parmi nous ce soir, il a été l'homme qui a dirigé les Jeux olympiques de la jeunesse 2020. C'est une activité qu'il a occupée depuis sa nomination à la fin de l'année 2015 et puis à un poste qu'il a singulièrement rapproché de l'IDEAP, singulièrement rapproché géographiquement puisque à un jet de pierre de l'IDEAP se trouve ce bâtiment emblématique des Jeux olympiques de la jeunesse qui est le Vortex, rapproché aussi parce qu'il a côtoyé la présidence des Jeux olympiques qui était assumée par Mme Virginie Fèvre, une de nos diplômés en politique et management du sport. Sans compter ces régulières interventions dans le cadre des formations qui sont données à l'IDEAP. C'est donc à un ami de l'IDEAP que j'ai le plaisir de céder maintenant la parole et le micro pour qu'il vienne nous rappeler ce qu'ont été les Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020 et puis pour tirer un bilan. Monsieur Logan, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci à toutes et tous. Je suis vraiment heureux d'être là. Ça fait drôle de reparler des Jeux après une année. On a mis le feu à la région. J'ai revu les vidéos de tout ce qu'on avait fait. C'est un autre monde. Les gens étaient ensemble, pas de masque, vivaient ensemble, s'embrassaient, se sautaient dessus. Il y avait une ambiance phénoménale. C'est une autre époque, un autre monde. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Puis qu'est-ce qu'on se réjouit que ça reprenne? Merci de m'avoir invité. Je me suis replongé là-dedans avec grand plaisir. Et puis j'ai une présentation qui est un peu dynamique. L'idée, c'est de parler environ pendant une demi-heure avec quelques images, quelques comptes rendus, quelques réflexions. Et puis après, surtout, une interaction avec vous pour pouvoir échanger sur ce qu'on peut faire, sur comment ça s'est passé, sur vos questions. Voilà. Je vais commencer par la fin. La présentation, elle est modulée avec ces 8 modules. Puis je vais essayer de gérer ça comme il faut. Voilà, c'est la fin de présentation. Les Jeux de 2020, pourquoi pas un modèle pour la suite? Voilà, je suis très heureux d'avoir participé à ces Jeux.
Je conclue ma présentation de cette manière aujourd'hui, et puis je vous laisse réfléchir à l'avenir. Maintenant, je reviens à l'historique. Je vais aussi commencer par la fin, les clés du succès. Toute l'équipe de 2020, à la fin, on était 110 personnes. 110 personnes employées, 110 personnes engagées. On a le canton, la ville, le pays qui était là. On a l'autre pays, la France, qui était avec nous. On a 3 cantons, en fait, qui étaient présents. Tous ensemble, on a beaucoup réfléchi. Le comité, à la fin, le comité des Jeux, qui était encore avec moi jusqu'à fin juin 2020, on a réfléchi à quelles étaient ces clés du succès. Puis en fait, on a eu une vision très, très claire depuis le début. Et on a identifié 8 clés du succès, et j'aimerais les partager avec vous parce que je pense que c'est important, si on fait des grandes manifestations, d'avoir ça dans le focus tout le temps, de vraiment penser à ce qui va venir et de réfléchir à cette vision, à cette direction où on va aller et de tenir compte de ces éléments. Voilà ce que j'ai mis comme élément clé du succès. Pour commencer, quelque chose que pour moi est essentiel, une équipe qui était incroyable. L'équipe incroyable, c'est le Team 2020, le noyau dur, qui a commencé avec 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. On a grandi, commencé à 110 personnes. Une équipe vraiment dynamique, enthousiaste, qui a rayonné partout, qui a mis ce feu de manière générale. Ensuite, on a eu des sites, on a eu ces 8 sites finalement. Encore une fois, 2 pays, 3 cantons, 8 sites. On a réussi à empower, à donner les jeux à ces sites. Le CO est content, le CO reprend ça maintenant et dit maintenant que c'est les solutions de l'avenir. Il ne faut pas qu'on soit top-down de ce qu'il faut faire, il faut qu'on laisse un peu les gens faire ce qu'ils font. Et on le voit ces jours avec Cortina, compétition de ski. Le CO le dit clairement pour Milano Cortina, ils ne vont pas dire voilà comment il faut faire, mais on prend ce que les gens savent faire. Et nous, on l'a fait. On a boosté 8 régions, les Uns, Villars, Diableret, la Vallée de Joux. Vallée de Joux, parenthèse, qui la semaine passée a reçu une compétition avec 150 athlètes, qui a un héritage des Jeux directement. Les Uns, maintenant, leur parc, il est extraordinaire. Les classes vont skier à les Uns. Tout le monde est fan de ce snowpark. Donc, des régions très enthousiasmées. Les partenaires clés, vraiment essentiels, on a choisi des partenaires tout le temps qui n'étaient pas des sponsors. Ce n'est pas juste une ligne budgétaire pour dire qu'il faut des sous, mais on a cherché des gens qui s'engagent. Tous étaient exceptionnels. J'en nomme un qui a mis du temps à avoir, c'était la banque qu'on a eue, mais on voulait avoir une banque qui s'engage pour la région, et pas juste une banque. Il fallait quelqu'un qui croit à ce qui se passe, qui s'engage. Donc, tous nos partenaires sont engagés. Et puis après, bien sûr, je crois que c'était... On est tous d'accord sur le gâteau. L'équipe, toujours, c'est bénévole. 4172 bénévoles. Engagés sur tous les sites. Tout le monde habillé de la même chose. Une unité claire et nette qui fédérait, qui mettait cette fête ensemble. Donc ça, c'était pour moi une des clés du succès très importantes. Ensuite, une communication qu'on a vraiment voulu phaser. On l'a planifiée. Alors, vous me croirez ou pas, mais c'est vrai. On a mis cette planification dès 2016 sur pied. On a réfléchi qu'est-ce qu'on dirait quand. On a commencé des tableaux tout simples et on a fait cette ligne avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance pour dire on va monter en puissance et on a une communication qui va être ciblée à différentes périodes, à différents publics. On a les Jeux, on est en 2016, il faut d'abord enthousiasmer. Donc il faut enthousiasmer la région, les écoles. On est venu ici, merci, je vois qu'il y a plein d'auditeurs qui présentent les écoles de la région. Merci d'être là, merci de votre soutien depuis le début parce que c'était vraiment... Un des moyens qui a fait que tout a vraiment démarré, donc d'avoir cette com d'abord locale, enthousiasmée, faire monter la mayonnaise, le raise the awareness, comme on disait. Puis après, on a commencé à parler un petit peu national, on a parlé aux fédérations, bien sûr, aux adultes d'abord, pour qu'ils soient enthousiastes, et ensuite aux enfants, à la fin, les enfants, avec cette montée en puissance, avec l'année scolaire 19-20, où on a eu cette grande montée en puissance. Voilà, c'était planifié. Et je vous le dis, comme directeur, j'ai eu la chance de faire plusieurs événements. Il y a une pression très forte de tout le monde qui vient quelques mois avant à vous dire on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas au courant. Laissez cette pression monter si votre plan est bon. Et puis, on est prêt à ce que la campagne avance avec le temps. Ensuite, les Jeux qui s'adaptent à la région, j'en ai déjà parlé, mais c'était très important. C'est vraiment une clé du succès. On a vraiment respecté les régions. Dans le principe de base du CIO, on a ce qui s'appelle ce level of services, où comme on fait un multi-sport event, on est en train de dire on va monter un événement complexe, mais il faudra qu'il y ait un même level of services. Il faut qu'on ait partout le même sentiment d'appartenir au jeu. C'est juste, c'est bien, je crois qu'on l'a bien fait. Les uniformes des bénévoles, le look of the games, l'enthousiasme national, je crois qu'on l'a bien fait. Par contre, on a laissé un petit peu d'imagination et de liberté à chaque site pour laisser les spécificités locales. On a donné du vacherin Mont d'Or à la Vallée de Joux et on a de la tourte aux noix, au grison. Et pas partout la même chose, le même sandwich basique.
Donc on a respecté les régions, ce qui a fait cette promotion locale, et on a aussi laissé les gens s'enthousiasmer à organiser leurs jeux locaux. Les jeux par les jeunes, j'ai perdu mon truc, voilà. Avec les jeunes, ça c'était, je crois que vous l'avez suivi, c'était pour nous très 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 fort. On a dès le début voulu les jeunes, donc les écoles. On est venu faire la première commission de coordination, on l'a faite ici, à l'UNIL, à l'EPFL. On est venu leur montrer, on voulait montrer voilà ce qu'on sait faire. On était à l'école hôtelière, on était montrer ce que les écoles savent faire et on leur a dit voilà ce qu'on va montrer avec Lausanne, on va mettre en avant ces écoles de savoir-faire local. Et ensuite, on a enthousiasmé les écoles de niveau universitaire, les apprentis, les écoles primaires, que l'engagement jeunesse soit là. La magie de la flamme, ça c'était une surprise. Je le mets là, mais c'était pour nous tous une surprise. Voilà, pardon. C'était une surprise. On a commencé au mois de septembre, on a cherché la flamme à Athènes, et c'était une grosse surprise parce qu'on avait prévu de revenir en Suisse avec cette flamme. On avait prévu de faire un tour de Suisse, mais on n'a jamais eu l'idée de l'impact que cette flamme, ce message de paix avait sur les gens, sur les élèves, sur les enfants, sur les médias, sur les directeurs, les politiciens. Et le tour de la flamme en Suisse a été un succès vraiment énorme, qui nous a tous vraiment surpris, parce que c'était enthousiasmant. Et là, si une fois on avait la chance d'aller plus loin, je crois que c'est quelque chose à ne pas oublier, c'est the power of the flame, quelque chose de vraiment très très fort. Le festival en jeu, j'ai vu qu'à l'écran, il y avait plusieurs personnes, dont Patrice Schaub qui est là. Merci Patrice, merci à tout Lausanne pour ce qui a été fait, et les sites bien sûr, mais Lausanne c'était le centre. Pendant 2 semaines, on a vibré en ville, la culture, le sport qui étaient ensemble, des animations, des activations, et ce en-jeu est vraiment une des clés du succès. Ça a enthousiasmé Lausanne, on a fermé les rues à Lausanne, on a fait la fête au Diableret, on a fait la fête au Grison. Cette fête locale a vraiment fédéré les gens, et c'est ce qui a participé à cette belle fête. Encore une fois, cette clé du succès, à nouveau tellement bien pris que, alors malheureusement, Tokyo maintenant vit des circonstances dramatiques, mais dans le concept Tokyo 2020, il y avait aussi des fêtes en ville prévues pour animer, qui était un petit peu un héritage de Lausanne 2020 pour dire il faut qu'on fasse comme ça. Le budget équilibré, les 2 derniers points ne sont pas les derniers, ils sont extrêmement importants. On est en Suisse, comme partout dans le monde, mais le budget, chez nous, c'est essentiel. De faire une grande fête, et de faire une magnifique fête, de se taper sur l'épaule à la fin avec des apéritifs, on a bien réussi, c'était beau, puis qu'il y a un déficit, les médias vont s'en prendre à cœur joie, et puis vous avez fait tout ce que vous voulez très très bien, on va parler que d'argent et que du déficit. Donc, dès le début, on a eu un budget qui était vraiment bien réfléchi, un budget qui a été maintenu de manière, c'était pas simple tout le temps, mais tenir le budget, on n'a jamais, j'ai un petit slide après qui montre ça, nous n'avons jamais dépensé plus que ce qu'on avait. Donc on a toujours imagé, on a toujours réfléchi, voilà ce qu'on aimerait faire, on n'a que ça comme argent, on va faire que ça. On a tout le temps fait cet équilibre pour à la fin arriver avec un budget équilibre, même avec un bénéfice de 400 000 francs. Et puis le dernier point qui aujourd'hui, je crois qu'encore une fois, ce n'est pas le dernier, les 8 sont les clés du succès ensemble, c'est ce bilan carbone qui était aussi à Lausanne quelque chose de très fort. On l'a voulu dès le début, des jeux durables, des jeux intelligents, des jeux qui s'inscrivent dans la société actuelle avec la jeunesse, avec l'environnement, le social, l'économie. Donc on n'a rien construit pour les jeux, on a fait quelques sites temporaires. Sinon, on a amélioré les choses pour les régions. J'ai déjà mentionné les uns, mais il y avait aussi les Diablerets qui sont venus avec un nouveau télécabine. Les Diablerets qui aujourd'hui ont un succès incroyable. Depuis ces jeux, les Diablerets sont tout le temps pleins. Il fait beau, les Diablerets sont pleins. Donc cette nouvelle télécabine a tenu ses promesses, attire du monde, attire des touristes, attire des skieurs. Donc, mais ce bilan carbone qu'on a fait, tout le long, on a voulu quelque chose de réfléchi. On a notamment fait les transports en public. Et je vous montrerai aussi après quelques slides qui montrent ce bilan carbone qui était vraiment bon. Dès le début, on a été accompagné par Quantis comme partenaire qui a fait une liste d'impact du début, avant les jeux. On a identifié ce qu'il fallait faire pour être intelligent, avoir un vrai impact. Et on l'a fait. Et on a eu de très bons échos, des bons succès de tous les parties prenantes. Donc, encore une fois, c'est ce que j'appelle les 8 clés du succès. Si je devais refaire quelque chose, j'aimerais pouvoir remettre ça en avant. Alors, si ce n'est pas des jeux, il n'y aurait pas la magie de la flamme, mais de remettre cette idée, cet enthousiasme, de faire participer la jeunesse, l'engouement local. Voilà ce qui était pour nous les clés du succès. Alors, c'est drôle de parler avec une petite audience et tout le monde qui est à l'écran.
si vous me laissez juste finir mes 30 minutes, après on pourra répondre aux questions avec plaisir. J'espère que ça va, que je ne parle pas trop vite et puis que tout se passe bien pour poursuivre la présentation. Ensuite, ce que je vais vous présenter, tout petit peu, là, je vais au début maintenant, un petit peu réfléchir sur la vision, pas tout dire, hein, mais les engagements, je les mentionne, parce que ça, c'était dès le début, je l'ai déjà dit avant, mais je vous le répète, on a voulu dès le début engager la jeunesse, on a voulu parler de sport, de mettre le sport au centre, développer intelligemment le sport. Un exemple, on a changé la patinoire qui devait être construite à Dorigny pour le patinage de vitesse. On n'a pas construit de halle et on a réussi à motiver la Fédération internationale, le CO et les autorités à aller au Grison pour faire le patinage de vitesse sur le lac de Saint-Moritz en plein air. Donc ça, c'était quelque chose de fort aussi. Innovation, surtout avec la durabilité, de réfléchir nouvellement comment on peut faire. On a fait une place des médailles incroyable, c'est le festival Enjeu. Donc de mettre des modèles d'innovation en cours, de toujours mettre l'olympisme au centre, de travailler avec le CO, d'essayer de développer de nouvelles idées, notamment cette idée de décentraliser, d'accepter le power from the base, quelque chose qui a été bien pris et qui va être remis en avant pour la suite. Et puis les partenariats avec tout le monde, encore une fois, pas parler de sponsors, pas parler de mécènes, mais de partenaires, de trouver des synergies dès le début. Alors merci à l'IDEAP, depuis le début on a bien parlé ensemble, on était tout le temps en bonne coopération avec les cours, discussions, l'UNI à Lausanne, les PFL, l'éco hôtelière, le CHUV avec tout ce qui était l'aspect santé, là on a fait quelque chose de vraiment fort, et tout le temps c'était en partenariat. Ce n'était pas nous qui allons vers quelqu'un pour dire j'ai besoin de toi, mais c'était on a une idée, est-ce que toi tu as aussi une idée, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et puis de là on a créé ces partenariats qui étaient très très forts. Ça c'était la vision de 2020 dès le début avec ces 5 engagements. Donc on a voulu tenir ça pendant ces 5 ans. La durabilité, je l'ai mentionné, je mets juste le slide pour qu'on se rappelle bien ce que c'est. Il y a l'aspect économique, social, environnemental, puis à la fin on a un bilan carbone qui était, comme je l'ai dit, très bon. Mais la durabilité, il ne faut pas oublier que c'est les 3 aspects. Ce n'est pas que l'environnement. Ce qu'on a réussi à faire à la Vallée de Joux, vous l'avez tous, les gens qui sont locaux ont suivi les médias. Ce n'était pas simple, mais on a respecté le ProNatura, on a respecté les partenaires, on a respecté la région, la nature, on a déplacé la piste, on n'a pas dû abattre un arbre, on a remis maintenant le terrain en état, et malgré ça, la Vallée de Joux a pu faire une compétition. Donc on a respecté l'environnement, mais pour la région, c'était un impact économique énorme et un impact social très très fort parce que ça a fédéré tout le monde. Donc n'oubliez pas que durabilité, ce n'est pas que l'environnement, c'est le contexte global. Pardon. Ça, c'était ce que je vais vous montrer par rapport à la vision. Je vais pas aller sur tous les détails, j'ai pris quelques choix. Ensuite, par rapport au comité, là, j'ai quelque chose que je vais vous montrer qui est assez impressionnant. Quand j'ai commencé ces jeux, ceux qui ont déjà eu une conférence de ma part l'ont vu, mais c'était pour moi très, très impressionnant. Quand je commence les jeux, vous les mentionnez, je suis nommé en décembre 2015 comme directeur. J'étais très honoré, très content de faire une belle fête en Suisse. Très fier aussi, je me dis, wow, je vais pouvoir diriger ça. Et je vous avoue que j'étais fier d'être le directeur général, d'être le patron de quelque chose. Mais quand je commence, le premier choc que j'ai, c'est la galaxie qui est au-dessus de moi. Ça veut dire que j'arrive en pensant savoir organiser, j'ai fait des meetings, c'est pas compliqué à faire une compétition de hockey sur glace, c'est pas compétition. Mais quand j'arrive, les sites ne sont pas tous prêts. On a tous les acteurs non sportifs qu'il faut gérer, complexes, les médias, l'impact, tout ce qui va se passer autour des Jeux. Le mouvement olympique, quelque chose que je ne connaissais pas, qui est très 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 complexe, qui est très particulier. Les Jeux, c'est un événement multisport, c'est mondial, c'est mettre ensemble 7-8 fédérations à la fin, les sports, de parler avec ces fédérations nationales, internationales. Donc il y a un nombre d'acteurs qui sont au-dessus du comité qui est vraiment, pour moi, qui était vraiment la plus grosse surprise et qui, au début, je vous avoue, m'a laissé quelquefois avec 2-3 nuits un petit peu esselé à me demander comment j'allais de l'avant avec toute cette gestion à faire. Après, il y a l'aspect politique aussi, hein, la ville, le canton, la confédération, Suisse olympique, après la France qui est venue, les cantons différents, langues différentes. Donc de gérer tout ça, pour moi, c'était quelque chose d'aussi complexe. Ensuite, ça c'était la partie structure que je voulais vous montrer.
Elle est bien la présentation, mais il faut que je clique au bon endroit et puis que je retrouve le fil rouge chaque fois. J'arrive. L'équipe, j'ai parlé du savoir-faire, de l'empowerment, un petit peu comment on faisait ça. Juste l'organisation. Au début, j'ai commencé par une structure, vous n'avez pas à tout lire, mais j'ai commencé avec cette structure un peu normale où on voit tout ce qui est au-dessus de moi, au-dessus du directeur. Après, on a mis tous les différents domaines qu'il y avait, regroupé les opérations, le sport, ça c'était le début de l'organisation. Et chaque fois, il y avait une personne responsable pour un des domaines. Donc c'était le patchwork. C'est un peu comme ça que j'ai fait les meetings avant, donc j'ai repris ça au début. Et puis à la fin, on s'est fait rattraper un petit peu par la structure traditionnelle avec les différents... on a dû mettre en place l'opération, l'engagement. Donc la structure a évolué tout au long des jeux, ce qui était une bonne chose en fait, une très bonne chose, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut être prêt. Puis alors peut-être, vous les mentionnez que je viens de l'armée, peut-être qu'au début j'avais des idées assez fixes, puis qu'il fallait apprendre un petit peu à être flexible avec ces différents modèles. Le empowerment, je l'ai mentionné, je ne vais peut-être pas y revenir. Ça, là j'ai bien. Après, ça, pour moi, la montée en puissance, c'est aussi quelque chose au niveau du personnel qui est important. Puis là, je vois qu'il y a des gens du CIO aussi, des gens de grandes organisations. On a tendance à vouloir partir comme le lièvre et la tortue. Hein. On veut partir en courant, puis il faut. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir comme une concentration, et puis d'abord se dire qu'est-ce qu'il faut comme personne. Vous voyez, le personnel monte vraiment à la fin. Et au début, pendant une année, on est très très peu de personnes. Mais la pression d'engager beaucoup était là. Et je vous dis, regardez ce slide qui dure 4 ans et demi. Si au début, vous engagez 10 personnes de plus, c'est votre budget qui est plombé tout le long. Et puis à la fin, le rêve de s'amuser, on ne peut plus le faire parce qu'on a un budget qui est tenu par les RH. Tous les Jeux Olympiques, toutes les grandes manifestations, les RH, c'est un poste qui prend beaucoup. Donc avant, bien réfléchir à ce qu'on veut faire, avoir les nerfs solides, tenir, et puis savoir qu'on va monter en puissance avec cette organisation. Ensuite, sur la planification, les opérations, ça pour moi, c'est aussi quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Et là, je crois que c'était aussi une des grandes clés du succès de 2020. Dès le début, on a tous été d'accord au comité, le comité d'organisation. Pas toute la machine, mais le comité. J'étais extrêmement confiant qu'en Suisse, nous savons faire une compétition de hockey sur glace. De plus, on serait à Malais, où le LHC fait 2 matchs par semaine. Donc je ne voyais pas le problème de faire une compétition de hockey à Lausanne. Alors ceux qui nous regardent, puis je vois qu'il y a Christophe qui est là, effectivement qu'il y a du challenge sur Lausanne. Après, effectivement que c'est complexe, il y a beaucoup de choses à faire, mais sur le principe, on sait faire. Ce n'est pas là qu'on doit mettre l'effort principal 4 ans à l'avance. Le fait de faire une compétition de ski, la même chose, on sait faire. Donc tout ce qui était l'aspect sportif, opérationnel sport, ce n'est pas là qu'on a le gros problème. Par contre, l'engagement, comment faire que cet engagement vienne, que la population, que les gens adhèrent, ça c'est une grosse machine à mettre en place. La planification, on l'a fait tout le long, on monte en puissance avec une planification, et puis l'aspect opérationnel, il vient très tard, parce qu'une fois qu'on a bien travaillé, bien planifié ce qu'on veut faire, on met en pratique ce qu'il y a à faire, avec des surprises bien sûr, mais on met en pratique, et souvent on aurait tendance à commencer par l'opération, à commencer par réfléchir au problème du vestiaire, où seront les casiers, où seront les trucs. Et il est clair que si on fait ça à Lausanne, je vous rappelle que quand je commence les Jeux, il n'y a pas de permis de construire pour le Vortex, il n'y a pas de budget pour le Vortex, il n'y a pas de permis de construire pour Malais, pour les Arenas, il n'y a pas de budget. Donc en début 2016, ces 2 éléments clés n'avaient pas encore de budget alloué et de permis de construire. Si vous commencez par l'opération, vous commencez par paniquer parce qu'il n'y a pas de patinoire et on commence à faire 45 plans de où est-ce qu'on fera le hockey sur glace et on perd le temps sur les détails qui va se régler. Et en faisant ça, vous oubliez l'essentiel qui sera l'engagement des gens et de ce qu'il y a à faire. Donc là, je crois qu'on a bien réussi à le faire. Puis à la fin, pas obligé, la dissolution, quelque chose qu'on a bien planifié. Alors malheureusement, nous aussi, le Covid, après coup, c'était pas aussi fun qu'on aurait voulu le faire, mais je dois dire qu'après coup, on a eu la chance de pouvoir faire les Jeux. Ça, c'était une chance magnifique. Cette photo, je vous la montre juste le Vortex, parce que c'est le dossier de candidature, c'est le dessin qui est à gauche de l'écran. Donc moi, quand je postule pour les Jeux, le village olympique, c'est 4 bâtiments sympathiques, encore mis au concours. On ne sait pas lequel on aura. Le budget est alloué. Je n'imagine même pas qu'il y a des problèmes de construction. Et puis après, voilà ce qu'on a fait, le Vortex. Donc ça évolue, ça bouge.
Encore une fois, parfois, il faut une nerf solide pour se dire que ça va bien se passer et puis tenir le bateau. Mais c'était des beaux défis. La carte des sites aussi à vous montrer, parce que ça aussi c'est quelque chose de... Les médias après sont arrivés en disant qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, on n'est pas sous contrôle. Il faut savoir que dans le système du CIO, dans le système des Jeux Olympiques, comme c'était fait à l'époque, aujourd'hui il y a un changement. Le CIO veut changer, veut faire ça différemment, veut parler avec les régions, veut parler avec les organisateurs avant d'avoir les Jeux. Mais dans le concept que l'on a eu, il y a encore un concept de bid. Donc on est candidat pour les Jeux. Puis quand on est candidat, il faut qu'on réponde au cahier des charges. Et il faut qu'en Suisse, alors partout, mais en Suisse, c'est tous les pays démocratiques, il faudra que le projet qu'on vende, il faut que d'une part, il soit porté par des gens, il faut que la population, que les gens acceptent l'idée, et il faut qu'après, le patron de l'événement, le CO, accepte qu'on va faire. Donc le dossier de candidature, selon moi, il était magique. On est au canton de Vaud, on va un tout petit peu en France où il y a du biathlon, pour ne pas rester trop loin. On respecte la capitale olympique, on respecte les Alpes vaudoises, les Préalpes. On ne va pas qu'à Lausanne, on va à Morges, comme ça c'est vraiment le plateau, puis c'est pas que la capitale, mais c'est une ville à côté. Et on va à la Vallée de Joux. Donc on a le Jura, le plateau, les Alpes, et on va chez les copains français. Ça, c'est ce qui fait que la candidature, elle passe, elle est bien vue, elle est intelligente. Après, on engage un directeur général qui doit régler le problème. Mais c'est comme ça. Moi, j'avoue que je n'étais pas au courant au début de tout ce qu'il fallait régler, mais voilà, il faut régler le problème. Puis dès qu'on arrive, vous l'avez suivi, plein de sites ont changé. Puis à la fin, on arrive sur cette magnifique carte où on a réussi à aller au Grison. On a amené 3 sports de plus. La luge, le bob et le skeleton n'étaient pas là. Au début, on nous demandait de faire ça à la Plagne en France, parce qu'on parle la même langue et c'est plus proche. Et on a eu la bonne idée d'aller à Saint-Moritz pour de nouveau engager, intégrer, enthousiasmer la Suisse et de faire ça de manière intelligente au niveau environnemental. Morges n'a pas voulu rénover sa patinoire. Encore une fois, on a respecté le processus démocratique, que ce soit social ou économique. Morges n'a pas eu l'ambition de le faire dans ces délais. Donc, on a trouvé une solution qui était à Champéry. On va où Champéry fait du curling, sait faire du curling, et de ça, on a gagné un deuxième canton. Donc, voilà la carte à la fin. Donc, il y a du travail qui se fait en assez court terme, mais je voulais vous le montrer parce que c'est un joli défi de pouvoir mettre ça en avant. Je vais passer maintenant à... J'arrive gentiment vers les... Je vais bientôt arrêter de présenter tout ce que... Je vais vous montrer maintenant quelques facts and figures. Les stats. Là, je vous laisserai lire un peu les différents chiffres. J'espère qu'ils sont visibles à l'écran chez vous. On voit un peu tous les différents chiffres. Notez si vous avez des questions après, je pourrais y revenir. Je ne veux pas aller sur tous les chiffres, mais ce qui pour nous était vraiment exceptionnel. Le CO a fait une analyse après les Jeux sur plus de 4000 personnes, ce qui est un gros échantillon, de savoir comment était la perception. Et on a eu, vous voyez là, 54% qui ont eu note 10. Et ensuite, on a eu le degré de satisfaction des Jeux. Les gens ont été surpris en bien. Je crois qu'il y a eu plus de 40%. À la fin, les gens qui étaient surpris ou très surpris en bien, on a quasiment été vers 80%. C'est encore pour moi un élément important lorsqu'on fait un grand événement, c'est de surprendre les gens. Et on a, dans notre comité, on rigolait tout le temps à dire « we walk the talk ». On n'est pas en train de vendre du n'importe quoi. Et puis surtout, « under promise, over deliver ». Ça, c'est la magie. Il faut des nerfs solides, je vous le dis, parce que je prends l'exemple de la patinoire. On a gardé la patinoire 2.0 à Malais. On a gardé la Skating Arena à Lausanne. Il fallait se battre pour la garder. Tout le monde est heureux qu'elle reste là. Mais on a eu beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas et qui annonçaient qu'il n'y aura personne. Pourquoi il y a 5000 places qu'il n'y a personne? Et nous, on savait quelques semaines avant déjà qu'elle était pleine. Et on était 3 personnes à le savoir et on l'a dit à personne. Donc il fallait tenir tête à tout le monde, je vous le dis maintenant, mais à l'environnement politique, à l'environnement médiatique. On n'a jamais dit que c'était plein, on l'a gardé pour nous, que quelques personnes. Comme ça, lorsqu'on vient à la soirée d'ouverture à Lausanne qui est pleine et que le lendemain, on va à la première compète qui c'est plein, ça crée cet enthousiasme. Tout le monde est surpris puis dit « Wow, under promise, over deliver ». Si nous avions dit à l'avance avec une fierté, une ambition trop forte, dire « C'est super, il y a un tel succès, c'est plein », les gens n'auraient vu que les 500 places pas remplies quelque part. Si vous dites rien, puis qu'ils viennent, puis que c'est super plein, on les a surpris. Mais il faut des nerfs solides pour tenir jusqu'à la fin. Mais voilà un peu les chiffres. Vous voyez en petit trétillé ce qu'il y a eu la mer. Ça, pour moi, c'était aussi quelque chose qui est dur en Suisse. Hein. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Là, puis
vous êtes tous des personnes qui sont dans le sport, qui font plein de choses dans le sport. Il faut oser bouger les masses, oser bouger les mentalités, oser aller de l'avant et oser avoir de l'ambition, chercher des opportunités pour l'avenir. Je dis oser parce que dans les Jeux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance d'aller à la mer en février 2016. Je rentre à la mer avec une grosse délégation, on rentre, et pendant 4 ans, tout le monde m'a expliqué il n'y aura personne en jeu, ça n'intéresse personne. Donc tout le monde traîne avec lui un boulet, ça a été comme ça sera toujours comme ça. Imaginez n'importe laquelle des entreprises que vous connaissez, si elle a quelque chose qui ne marche pas, puis qu'on reste équilibré, ça sera toujours comme ça, on ne va jamais avancer. Donc il faut de l'enthousiasme, il faut tirer en avant, et on a réussi à avoir, vous voyez, 350 000 spectateurs aux compétitions, donc c'est presque 4 fois plus qu'à l'île-à-la-mer, et puis l'enthousiasme local était vraiment très très fort. Ça c'était par rapport au stade. Le transport, je montre juste quelques statistiques. Regardez, le M2, on avait fait cette promotion du transport public avec des cartes journalières moins chères, avec un mouvement, on voulait que les gens viennent en transport public, et on a eu ce grand succès. Les TL étaient enthousiasmés, les CFF aussi, vraiment tout a marché, les écoles sont venues gratuitement, et avec ça on fait cette promotion des transports publics, d'une mobilité plus intelligente, et c'est grâce à ces événements phares qu'on peut montrer qu'on peut faire différemment. Les athlètes sont venus au public aussi, donc ça a montré que c'était possible. On a tous fait ce trajet en public, c'était beau de montrer les athlètes, ils pouvaient dormir dans le train, c'est un peu plus long, mais à la fin ça fonctionne, ça va bien, c'est reposant, et on a pu montrer qu'on peut faire différemment. Le bilan carbone, ça j'avais mis dans quel ordre je voulais le montrer, on va voir si je m'y retrouve comme il faut. Tout d'abord, le concept du bilan carbone. Donc, dès le début, on a voulu faire ce bilan carbone intelligemment, on l'a fait Quantis et on l'a basé sur le concept du CIO. Donc, le CIO a fait maintenant une charte, comment on élabore le bilan carbone, et on l'a basé sur le même concept. Donc, on a vraiment joué au grand et on a voulu être jugé sur ça. Le public, ce qui existe, et puis d'être au clair sur la durabilité. Juste que je trouve je vais vous montrer clairement le bilan. Voilà, le bilan carbone global des Jeux, c'est 12 200 tonnes de CO2. Et puis on voit que au niveau préparation, opération, puis au niveau activité associée. Activité associée, c'est... Pardon, ça je vais après, excusez-moi. Là. Activité associée, et ça c'est impressionnant, c'est les voyageurs qui vont vers les sites. Donc, ce n'est pas directement la compétition, mais c'est les voyageurs qui viennent. Donc, les activités associées, c'était essentiellement dû aux gens qui vont voir les compétitions. Le reste, c'était ces 9 900 tonnes, c'était les gens qui viennent aux Jeux. Et puis là, on voit des choses qui sont incompressibles. On voit, et ça c'est fait par Quantis, hein, j'espère que quelqu'un, même s'ils ne sont pas là, je les remercie parce qu'ils sont reconnus et c'est vraiment professionnel de manière rigoureuse et systématique. On voit qu'un événement type, on voit chaque fois en bleu 20-20, puis en noir un événement type. Qu'est-ce que ce serait? Donc on voit le fait que les gens viennent aux Jeux, le fait que l'athlète vienne de Chine en Suisse, le fait qu'on a un concert rock, que le musicien vienne, Bruce Springsteen ou Céline Dion vienne à Paléo, c'est incompressible. Donc que vous soyez aux Jeux de Lausanne, c'est comme ça. Donc là, on ne peut pas changer. Ensuite, le overlay, là, c'est impressionnant. Là, on voit que notre compète, comme on n'a pas dû faire d'inflation temporaire, on a pu prendre que ce qui existait, on a vraiment très très peu... C'est là où on a fait un impact très fort. D'utiliser ce qui existe, pas monter beaucoup de temporaire. Ensuite, nourriture, j'ai été très surpris, mais comme on a fait quelque chose de très intelligent au niveau environnemental, de prendre du bio, de prendre le max de local possible, de rester beaucoup de plats végétariens, c'est là que j'ai découvert quelque chose, mais en fait... Lorsqu'on fait un bilan nourriture totale, si on mange de la viande, beaucoup de viande, des crevettes, du poisson, la charge de CO2 du tout est énorme. Donc de manger local, de manger bio, ça a fait un impact très fort. Le merchandising, c'est similaire, on a pris les produits actuellement, et les déplacements pendant les Jeux, on a réussi à être similaire à d'autres, malgré le displacement, parce qu'on est allé en transport public. Donc finalement, la consommation était très très moindre, même que c'était plus loin. Au début, on aurait pu dire il y aura trop de mouvements, mais comme on a fait ça en public, ça a diminué énormément. Donc finalement, c'est semblable à un autre événement. Et puis là, maintenant, les autres événements, là, on était très très fiers, parce que je crois que Paléo est exemplaire comme étant la fête, si on veut, au niveau environnement,
qui respectent l'environnement. Paléo 2010 avait 230 000 spectateurs en 2010 et ils ont une empreinte carbone par spectateur de 16 kg. Et nous, 2020, on était à 19 kg sur les spectateurs. Et si on regarde ensuite les autres événements, on voit Londres, les Jeux de Londres, on voit en bas la FIFA Coupe, par spectateur, le bilan. Donc on a fait quelque chose qui était vraiment, qui est prouvé, qui était en Suisse, un pays qui est cher à la base. On avait des sites qui étaient dispatchés, il fallait se déplacer. Mais comme on a fait une réflexion globale dès le début, on a un bilan carbone qui était vraiment très positif. Et on a fait ce rapport aux autorités politiques. Et le rapport a été très, très apprécié, même je vais dire, spécialement par les partis des Verts, qu'on a dès le début voulu mettre en avant, parce qu'on voulait un concept, on l'a dit au début engagement, on voulait être innovant, on voulait être durable dès le début. J'arrive vers la fin de ce que je vais vous présenter. Les finances, je le redis une fois, mais je crois que c'est important. Et là, j'ai appris quelque chose d'un de nos politiciens. Quand on fait un budget et qu'on met les recettes, d'accord, je vous regarde tous, là, tous ceux qui font un budget, vous faites les recettes, puis vous manque des sous, alors vous trichez. On met plus de spectateurs, on met plus de revenus de sponsors, on met des chiffres alibi parce qu'on veut que ça remplisse les cases. Nous, on n'a jamais fait ça. Alors, on a eu beaucoup d'argent public. Il est vrai que sur la globalité, il y a ces 9 millions de la ville, 9 du canton, et puis 8 de la Confédération, plus 1 de Suisse olympique. Donc, ça veut dire 27 millions qui sont venus des pouvoirs publics. Il est vrai qu'on a eu ça. 6 d'un privé qui est le CIO. 4 des partenaires privés, ce qui est pas mal pour la dimension du budget, et surtout 10,8 millions en prestations. Donc on a tout validé, on a tout mis dans les comptes. C'est important parce que sur ces 10,8 millions, on paye la TVA. Mais on est transparent, on a fait Donc c'est des prestations, je vous explique rapidement ce que c'est. Si un partenaire vous offre une barre de chocolat et vous la vend à 1 franc, alors elle vaut 3 francs, dans votre comptabilité, elle est mise à 3 francs et on paye la TVA sur 3 francs. Donc il y a 3 francs de sortie, 3 francs d'entrée, mais dans les entrées, on a les 2 francs d'offert en fait en VIK, en prestation. Mais ils sont mentionnés. Et on a fait une comptabilité, encore une fois, exemplaire, transparente. Et on a eu ce budget à la fin de 48 400 000 francs de recettes au total. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas mettre des recettes alibi, de rêver d'un sponsoring facile et d'une billetterie qui va gagner. Après, on a peut-être ce problème que on se retrouve à la fin avec une manifestation où on veut faire plus, on a besoin de plus de sponsors, on va se plaindre, il n'y a pas assez de sponsors. Soyons modestes au début. Et nous, au début, on avait cette modestie et on n'a pas prévu des jeux très très grands. On a tout le temps dit que la cérémonie, on peut faire beaucoup plus courte. Le look of the games, on mettra ce qu'on peut faire, ce qui nous restera comme argent. Mais d'abord, on veut être sûr de trouver ses revenus. Ça, c'était l'aspect revenu. Ensuite, pour l'aspect dépenses, là, je vous mets les dépenses principales. Vous voyez, le personnel, et nous, on a fait attention pourtant. Hein. Mais le personnel, c'est 26% des dépenses. Alors là aussi, du VIK, ça veut dire qu'en bleu, c'est la partie cash, et le petit 5-10% du VIK, c'est des gens qui ont été prêtés, du CO, du Olympique, de la ville, des gens qui ont été prêtés, mis à disposition, expérience, un échange, expérience de carrière, d'avoir du CEO qui vient voir dans un comité comment ça se passe. Donc le rouge, c'est cet aspect VIK qu'on a eu de participation en prestation et pas en cash. Donc on voit les montants, où sont les montants essentiels. Vous voyez que la sécurité était qu'à 1%. Ça, c'est aussi ce que je trouve très important. C'est qu'on a tendance à dire les jeux, c'est cher, les grands jeux, c'est cher, la sécurité est chère. Mais en fait, en Suisse, sur le principe de base, la sécurité, elle peut être modeste. Il faut oser faire une sécurité modeste, adaptée à l'environnement, et on voit que là, ce n'était pas exagéré. Puis à la fin, le bilan, voilà le bilan des jeux, donc on était très très fiers, on a maintenu ce bilan, et tout est transparent, on a mis tous les comptes, on a vraiment mis tout ce qui était prestations, je leur dis 10 millions de prestations, c'est énorme, on les a mentionnés, et avec ce bilan global, on a réussi à avoir un bénéfice. Voilà, j'arrive à ma demi-heure, j'ai fait un résumé de ce que je trouvais un petit peu dans la présentation que j'ai. J'espère que ça ne cause pas pour vos attentes, et puis je suis avec grand plaisir à disposition pour les questions. J'ai le temps et j'ai du plaisir à parler avec vous des jeux. Et merci à ceux qui sont là, je vois plein de têtes que je connais. J'en profite pour remercier tous parce que c'était les gens qui ont participé, vous étiez tous des personnes incroyables, des gens qui y ont cru, motivé le début. Je crois que toutes les personnes que je vois à l'écran, c'est toutes des personnes qui, dès le début qu'on s'est vu, ont été enthousiastes, ont joué le jeu, ont voulu participer. Et c'est cette magie aussi qui est là. Donc merci à tout le monde et puis
à disposition pour répondre à vos questions. Merci. Encore une fois, grand merci, Monsieur Logan. Et qui veut prendre la parole? Donc, il vous faut simplement unmuter, je ne sais pas comment on dit en français, il faut brancher votre micro tout simplement en cliquant sur le micro qui est barré pour tous ceux qui sont branchés actuellement, mais n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Encore une fois, c'est un des plaisirs de ces conférences, c'est de pouvoir avoir des réponses à ses propres questions. Sinon, encore une fois, je peux lancer si vous voulez, puisque apparemment il n'y a personne qui veut jouer les premiers rôles. Donc, je lisais récemment que la plupart du temps, organiser une manifestation sportive, c'est en fait faire du management de crise. Et donc, je me posais la question, quelles ont été vos principales crises dans cette organisation de Lausanne 2020 ? Alors, au début, j'ai montré cette galaxie. Pour moi, c'était la première, c'est de monter la start-up. Au début, encore une fois, j'arrive, je vois tout ce qui se passe, je me réjouis de venir, je suis sûr que tout est quasiment réglé. Et puis j'arrive, je suis assez seul, il faut monter une start-up. Donc c'est la première gestion, je dis crise, c'est la première gestion à mettre sur place. Ce n'est pas une vraie crise, mais un choc parce qu'il faut créer tout. Il n'y a pas encore d'argent, il n'y a pas de budget, il faut trouver des locaux, trouver des contrats de travail, trouver une banque, trouver une LPP. Donc une vraie start-up. Je ne m'attendais pas à ça. Ensuite, la deuxième, au cours des jeux, que j'avais déjà vécu avec les différents événements, c'est un peu les médias, gérer les médias. Quand je dis gérer, c'est pouvoir réagir. Là, je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à l'aspect qui peut être des fois ennuyeux, dans le fait un petit peu. À l'époque, j'ai fait des meetings aériens, c'est avant de chasse. On dit que ça pollue, on dit que ça fait du bruit, on dit que c'est militaire. Mais il n'y avait jamais eu de problème, les gens trouvaient ça sympa. Puis là, on fait des jeux pour les jeunes, et puis il y a eu beaucoup de mouvements des fois. Donc de gérer ça, c'était un peu des fois un peu de gestion de crise, de tenir bien la route avec ça. Après, je dirais peut-être, c'est surtout gestion de crise, c'est d'être là, de mettre du calme. Alors, je suis une personne excitée, mais dans l'équipe, au niveau de la gouvernance, de mettre du calme pour dire que ça va le faire, puis de contenir la crise. J'ai mentionné tout à l'heure le vortex et puis la patinoire. Oui, c'est pas encore là. Et plein de gens commencent à demander quel est le plan B. Et puis là, si on partait sur le plan B, les équipes auraient commencé à travailler de manière forte sur ce plan B, en oubliant peut-être le plan A. Donc de réussir à tenir tout le monde, de calmer tout le monde et tenir tout le monde dans une gestion de crise, de montrer aux gens qu'on maîtrise, il y a un capitaine, on va en avant, on sait où on va. Après, autrement, j'ai pas de... C'était une perpétuelle... Au début, j'imaginais la chose peut-être... Pendant les jeux même. Voilà. Non, pendant les jeux, rien. Pendant les jeux, on a dû gérer il y avait tout d'un coup les manifestants qui sont venus à Lausanne. Mais là aussi, je trouve qu'on était très intelligents parce que dès le début, on a dit on va leur parler, on va se mettre avec eux, discuter avec eux. On les invite au Vortex, on a pu échanger avec eux, chercher le dialogue, plutôt accepter la différence. C'est un peu là aussi, peut-être accepter la différence, pas tout de suite vouloir créer. Vous vous rappelez, il y a peut-être quelqu'un qui allait, c'était super, ça, qui allait mettre un cervelas sur la femme olympique à la place du flanc. Et le président Bach a commenté « Bon appétit ». Donc c'était de prendre un peu avec l'humour, des fois ça peut être des bonnes choses. Mais autrement, on n'a pas eu vraiment de crise. Merci pour cette réponse. On a une question sur le chat que vous pouvez aussi utiliser, bien sûr. Je vous la lis. Comment bouger les mentalités en si peu de temps? Quelles ont été les clés? Alors, on a fait beaucoup de conférences, beaucoup de micro-management, de micro-conférences un peu partout pour expliquer aux gens avec enthousiasme ce qu'on pouvait faire. Toujours expliquer les opportunités. On n'arrête pas de dire qu'on est le pays de l'innovation. Et puis, je suis étonné des fois à quel point on a de la peine à innover. On se dit innovation, on a un pays qui a de l'argent, mais on aime tellement être sur l'acquis, sur ce qui a déjà été fait, puis se reposer sur le passé. Les gens en Suisse sont les spécialistes, je trouve, à dire qu'on a une idée et tout de suite vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Puis là, on perd du temps à donner de l'énergie. Mais là, je crois qu'on a été une super équipe dès le début. On a eu un président, Patrick Baumann, qui a tiré en avant. Virginie a fait un boulot exceptionnel. Elle était partout aussi. On a fait beaucoup de conférences. On a tous été expliqués ce qu'on faisait. Je vois qu'il y a le directeur Arnaud de Raymond qui est là. Un grand merci pour le soutien aussi. On a été voir tous les directeurs des écoles dès le début. Il y a 91 directeurs du canton de Vaud pour leur expliquer le potentiel. Donc, moi, je dirais que ça, pour bouger, il faut travailler. Et une chose en Suisse que j'explique souvent, que j'aime bien dire, on lit les médias
mondiaux, on lit international, on lit tout, puis on est habitué à lire du top-down. C'est-à-dire qu'on est habitué à lire Macron a dit que c'est comme ça. On est habitué à lire Merkel dit c'est comme ça. Boris Johnson veut faire ça, c'est comme ça. Trump dit sur Twitter c'est comme ça, c'est comme ça. Puis on a ça dans le mindset. La Suisse, c'est pas comme ça. Vous avez vu, je m'excuse, mais M. Berset dit quelque chose, tout le monde dit que c'est pas juste. En Suisse, c'est l'inverse. N'importe qui dit quelque chose d'en haut, on n'est pas d'accord. Et on a 51%, on va se battre pour avoir 51 avec nous pour dire c'est super, ça a passé. Mais 50% de oui, 51, ça n'a pas passé. Il y a 49 mécontents, vous n'avez pas un succès. On a tout le temps voulu avoir un wow pour tout le monde. On voulait les athlètes heureux, les médias, les journalistes, les bénévoles, les politiciens, les locaux. On voulait que tout le monde, individuellement, puisse dire wow. Donc, d'engager la base et de ne pas croire que j'ai un projet super, il faut que le chef dise oui. Le chef, il dira oui si votre idée elle est géniale et qu'elle est déjà portée par du monde. Si vous lui avez une solution. Si vous lui dites, je veux faire des jeux, c'est super, je veux faire une belle fête à IDEAP, je veux faire une belle fête à l'EPFL, c'est super, à Étienne, je veux faire une belle fête je veux le Swiss Tech gratuit et tout ça, c'est sympa comme demande, mais pourquoi? Puis tout le monde dit, ouais, s'ils disent non, on ne fera pas. Non, pas comme ça, il faut motiver les gens, trouver une équipe qui a envie, bottom-up, et si la base est d'accord, les associations des PFL sont d'accord, le groupe des profs est d'accord, les gars, vous êtes chez le directeur, ben, je suis tout le monde d'accord, je suis d'accord. Et là, on a les solutions. La Suisse, il faut bottom-up. C'est du travail, d'énergie, beaucoup de travail, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Bottom-up. Une autre question du chat. Bonjour, si vous devriez refaire les JOJ 2020, le feriez-vous autrement? Alors, je demanderais un budget dès le début. Mais vous avez vu la démarche qu'on a eue, c'est pas pour dire de l'argent à dépenser, mais c'est pas pour dépenser n'importe comment, c'est pour avoir du calme avec le budget. La première année, vraiment, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas le budget équilibré. Les autorités, à juste titre encore une fois, parce que l'expérience faite comme à chaque fois les budgets explosent, je comprends le politique qui dit je veux pas encore une fois que ça explose. Donc je comprends la surveillance qui dit on va mettre une gouvernance et une surveillance rigoureuse pour ne pas trop dépenser. Donc je comprends cette idée de dire, attention, on ne dépense pas trop. Donc d'abord, il faut savoir avant de mettre des sous. Mais pour ceux qui travaillent, de travailler sans sous, ce n'est pas facile. Au début, on n'est pas de locaux, il faut trouver des locaux. Bon marché, on n'a pas de télécom, ça a l'air tout simple, mais on a fait un partenariat avec Swisscom en 2016, oral, pas écrit, parce que vous n'avez pas de partenariat. Vos ordinateurs, vos mobiles, le Outlook 365, si vous voulez prendre des licences, ça coûte une blinde, vous n'avez pas de sous. On ne va pas commencer par faire un contrat avec quelqu'un pour dépenser 100 licences où il n'y a personne. Donc on a fait des partenariats avec tout le monde oraux dès le début, mais ça a pris une énergie folle. Alors le succès est là, mais qu'on aurait pu investir dans autre chose. Donc si je fais différemment, j'aimerais un budget et plus vite avoir quelques personnes clés pour partir avec quelque chose de massif et de lourd. Oui, c'est en général le cas de l'événementiel. On commence à zéro et il faut bâtir non seulement le budget, mais l'équipe et tout finalement. Et finalement, souvent, les recettes n'arrivent qu'à la fin ou même après l'événement. Oui, mais vu que la question, c'était comment faire différemment, là, on a vu que les autorités ont mis 27 millions. On aurait pu, dès le début, dire on débloque 3 millions pour commencer. Puis l'argent allait venir. Donc, si maintenant, je refaisais quelque chose, je demanderais dès le début un peu d'argent pour pouvoir commencer. Sinon, il faut emprunter aux banques. Voilà, et ça coûte, bien exactement. Entendu. Encore une question du chat. Dans l'ordre, à quel niveau les JOJ ont-ils fait bouger les choses pour les jeunes talents sur le plan international? Alors, les jeunes talents suisses, de ce qu'on a vu maintenant, on a vu tous les athlètes là, maintenant qui sont en train de cartonner en ski, mais surtout, et c'était aussi l'objectif des Jeux, ce que je vous dis maintenant, c'est important. J'espère que dans la salle, il y a plein de gens qui ont des visions, qui sont opportunistes, qui sont entrepreneurs, parce que ce que je dis, c'est déjà le passé. C'était il y a une année. Maintenant, il faut penser à demain. Mais il y a une année, le projet de la jeunesse, c'était de créer une plateforme, un environnement où les athlètes puissent venir vivre l'expérience olympique. Parce que c'est la première fois, imaginez ces jeunes, lorsqu'ils vont à la patinoire 2.0 à Malais faire du patin artistique. Ils ont 16 ans, ils se retrouvent devant 5000 spectateurs. Ils n'ont jamais eu ça de leur vie. Les championnats du monde junior de patinage, il y a les parents, l'oncle, la tante, l'entraîneur. Puis avec du bol, peut-être 1000 personnes. Nous, on a eu 5000 personnes enthousiastes. Donc ces jeunes ont eu les jambes qui tremblaient. Ils avaient 15 ans, il fallait patiner. Ils apprennent cette pression du monde olympique. Et ça, je crois que c'est ce qu'ils ont pris de plus fort. Et c'est les échos qu'on a eus. Cette expérience incroyable qu'ils a poussé plus loin encore. Il y en a plein qui ont fait des commentaires pour dire ça me donne encore plus envie d'aller plus loin et de continuer à voir ce rêve, voir cette mise ensemble. Donc c'était
Je crois qu'on a encore réussi, c'est de mettre un terrain de jeu pour les jeunes où ils peuvent se développer. Il y avait au AT365 au CHUV, pardon, au Vortex, il y avait un super des éléments de formation pour les médias, les réseaux sociaux. Facebook, comment gérer son image. Donc c'est que l'athlète qui est en devenir puisse apprendre tout ça au jeu. Et ça, je pense, c'est ce qu'ils ont tous pris avec pour l'avenir. Encore une question. J'étais très frappé par l'absence de discours du syndic de Lausanne lors de la cérémonie d'ouverture. Il n'a pas prononcé le mot « welcome » à sa ville, pour sa ville. Est-ce que le fédéralisme est-ce que c'est le fédéralisme qui exige que le « welcome » soit prononcé par le Conseil fédéral? Absolument. Il y a un protocole très très clair au CIO de qui dit quoi, comment, quoi. On avait aussi des jeux binationaux. Le président de la France n'est pas là. La France ne dit pas welcome, c'est le président du pays hôte qui ouvre les jeux. En tout cas, c'était comme ça en janvier 2020. Oui, tout à fait. Encore une autre question, enfin il y a plein de questions, mais je n'arrive pas à suivre en fait. Si nous devrions référencer les innovations, services, produits autres des JOJ de Lausanne, cela serait lesquels? Quels Games First pour Lausanne, autrement dit, autant pour les JO paralympiques que pour les JOJ. Merci par avance. Je ne comprends pas très bien. Pas très clair non plus, mais je peux vous la relire si vous voulez. Si nous devrions référencer les innovations, services, produits autres des JOJ de Lausanne, cela serait lesquels? Quels sont les services que les JOJ... Si j'ai compris la question, ce qu'on a fait comme innovation pour l'avenir, qu'est-ce qui serait à prendre? Si je comprends un peu la question. On a réussi, à créer des jeux où les régions ont pu s'enthousiasmer puis ont pu s'approprier les jeux. Donc on n'est pas allé depuis la centrale le comité central de dire à l'ESIN, voilà comment tu fais du halfpipe. On a dit à l'ESIN, tu refais une compétition de halfpipe, trouve une équipe, monte un comité, monte des jeunes pour être prêts à faire du halfpipe. Et ça a été repris maintenant. Paris fait la même chose. Quand ils font la même chose, ils étaient déjà un petit peu en route, mais ils ont vraiment été confiants sur ça et le CO leur prend pour l'avenir. Donc si on va où ils en savent faire, laissons-les faire. Ça, c'était une chose. Une autre chose que je crois qui a eu un immense succès, c'est la place des médailles. Et ça aussi, c'était un plan dès le début. Mes équipes qui étaient là, j'en vois un ou deux qui sont là, la planification était faite pour que le timing joue, pour que les athlètes soient de retour en transport public à la place des médailles pour remise médaille. Je dis ça parce qu'à Lillehammer, ils avaient planifié l'idée de faire ça, mais 3 mois avant ou 4 mois avant, ils ont tout annulé parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient pas à être à leur place des médailles. Et nous, dès le début, on voulait mettre le feu à Lausanne, on voulait qu'il y ait cette fête, et ils reviennent. Et Lausanne, franchement, ceux qui étaient là, c'était... Je veux dire, Lausanne n'a jamais été aussi en feu que ça, à la place des médailles. Tous les soirs, l'hymne national, la musique. Et ça, c'était tellement bien que Milan, l'équipe de Milan Cortina, est revenue à Lausanne après la session pour qu'on parle que de ça avec eux, comment on a mis ça en place. Une autre chose qui a vraiment été fort, et puis je crois que ça va être pour l'avenir, ça va être quasiment acquis, j'espère, c'est l'engagement des jeunes et des écoles, des études, de mettre le savoir-faire avec, de mettre en avant ce qui existe. Paris fait ça très très fort maintenant. On a beaucoup parlé aussi avec eux, comment engager les universités et les écoles pour qu'elles soient partie prenante et qu'on les écoute. Anecdote, la mascotte, c'est Eracom qui l'a fait. On a juste respecté les guidelines, si on veut, de protocolaire, de ne pas faire du copy, du plagiat et tout ça, de faire une mascotte innovante. Mais après, c'est les jeunes qui l'ont faite. Et ils l'ont faite, ils ont été tellement loin que les mascottes qui avaient été choisies, à la fin, le choix de la mascotte a été fait par les athlètes à Ténéraux, les jeunes athlètes du Jeux olympiques de 16 ans. C'est eux qui ont choisi de donner une mascotte laquelle ils voulaient. Mais ces mascottes, avant qu'elles passent à Ténéraux, les Eracom et aller voir des classes de jeunes de 10, 12, 13 ans pour leur montrer laquelle ils préféraient. Donc, ils ont, eux, choisi le concept tout seul. La musique, on l'a donnée à l'école de musique, ils ont fait la musique. ECAL a fait, et on a laissé faire. Et puis, j'ai un slide que je voulais juste vous montrer, parce que là, vous êtes beaucoup à l'écran, mais il est hyper important, j'adore cette photo. On a mis en avant quelque chose d'exceptionnel avec ces gens, avec les équipes. L'UNIL, les PFL, le sport, le CHUV se sont mis ensemble, tout ce qui était le Health for Performance. On a réussi à changer ce terme. Au jeu de Buenos Aires, le thème, c'était Performance Accelerator. Et de réussir à changer le mindset pour dire qu'on va faire, avec la son, on fait de la performance dans un contexte de santé. Et là,
Au tout début, c'est Tercier, le docteur du CHUV, qui est venu. On s'est vu en 2016. Il a dit, j'ai une idée, on peut faire un truc en centre sportif. Et tout de suite, on s'est vu avec Emmanuel, toute l'équipe s'est vue, et on a tous cru à ça. Et on a réussi, grâce à cette idée en 2016, avec ces personnes, on est parti à Buenos Aires, et on a mis en avant notre savoir-faire à Buenos Aires. On est ensuite venu à Lausanne, et il y a des contrats qui sont faits avec Dakar. Donc, pour moi, c'est le troisième grand élément, de mettre la région, les écoles en avant, et de faire que ça vive, qu'il y ait un héritage. Merci beaucoup. Puisque vous parliez aussi de la place de remise des médailles, je crois que le syndic est intervenu à la fin, justement, pour revenir lors de la cérémonie de clôture. En fait, c'est le syndic qui passe le drapeau de Lausanne à Gangwon, qui est les prochains Jeux de la jeunesse d'hiver. Alors, encore une autre question, toujours par le chat. La valorisation de l'apport des bénévoles et des volontaires a-t-elle été faite dans le poste recettes, et quelle est sa part sur les 10 millions d'apports en nature? Merci. Alors, l'engagement du volontaire, il n'est pas valorisé. Mais ça, c'est quelque chose d'important, dans le sens, au niveau comptabilité, c'est très très important. Puis là, je suis aussi un peu au courant, c'est qu'un volontaire, une ONG, une association qui engage des volontaires, on ne peut pas les chiffrer et on ne peut pas mettre une valeur et on ne peut pas dire qu'on les rémunère. C'est plus des volontaires après. Donc un volontaire, c'est un volontaire. C'est une personne qui s'engage, qui a envie, qui est volontaire. Donc le travail du volontaire n'a pas été, je suis désolé, je dis valorisé, il était extrêmement valorisé, mais il n'a pas été chiffré. On n'a pas dit, voilà, chaque personne vaut tant. Par contre, on a dans les 10 millions, il y a une partie qui était assez importante, c'est l'équipement. Notre partenaire Odlo, l'équipement, c'est cher, un équipement d'hiver. Hein, c'est pas juste anecdotique. Dans le budget de candidature pour les Jeux 2020, il était prévu 1200 bénévoles, je crois, on a eu 4200. Et ces 1200 bénévoles avec un équipement chacun, je crois, à 40 ou 50 francs. On est en hiver, hein, la veste de ski, déjà rien que ça. Donc le budget, il explose. On trouve un partenaire qui négocie. Et là aussi, on a tout le temps, on a été voir beaucoup de partenaires, on trouve le bon. Partenaire. Et Odlo, qui est numéro 1 au niveau environnemental, a joué le jeu parce qu'ils ont aimé cette image d'environnement, cette image jeunesse. Ils ont fait un geste financier très important. Et on a pu après offrir cet équipement, vraiment, je crois que c'était top pour tout le monde, de très grande qualité. On n'a fait aucune différence. Il y avait juste les gens qui étaient sur les stations de ski avaient encore le pantalon et pas ceux qui étaient en ville. Mais à part ça, tout la même chose. Donc un geste aussi pour vraiment fédérer, mettre tout le monde ensemble. Une question que je voulais poser aussi moi-même, c'est l'impact médiatique. Est-ce qu'il y a eu des mesures de cet impact médiatique, de nombre de posts sur les réseaux sociaux, d'articles dans les journaux, de secondes à la télévision, etc. J'ai pas tout ici, pas tout le détail, mais la presse était je commence juste par dire, je vous ai dit avant, on vient de l'Île-à-Mer, on vient du passé, on arrive 2020, personne n'y croit vraiment, tout le monde se dit il n'y a pas d'impact, il n'y a pas... C'est pas facile, je ne suis pas en train de me protéger, mais je veux dire, c'est pas simple, c'est pas le Jeux Olympiques. Maintenant, on a le succès, puis on se dit après quoi, il n'y avait que ça, mais quand on est avant de motiver les gens à venir, c'est pas simple, parce que tout le monde vous dit, tous les partenaires vous dites avant, est-ce que tu as des statistiques d'impact? Est-ce que tu me dis, c'est quoi l'impact télévision? Je peux vous dire que jusqu'à une année avant les Jeux, on n'avait aucune idée de ce qui serait diffusé à la télévision. C'est le CO qui a les droits. Et comme c'est la jeunesse, le CO va mettre une machine de guerre si on n'est pas sûr que ça va être super, dans le sens au début. Après, on a vu l'ampleur, donc tout est venu, mais très très tard. Donc au début, les partenaires commerciaux, les partenaires médiatiques vont vous demander comment c'était avant de venir. Donc après, quand on a les Jeux, puis qu'on a ces... J'ai pris quelques exemples. Alors on n'a pas eu des millions et des millions, mais on a eu un impact médiatique assez fort, des bons messages, encore une fois. Vraiment, nationalement, ça a été pris partout, un bon écho. On a eu au niveau télévision des records assez impressionnants. Le CO a diffusé sur 71 pays. Donc c'est quasiment les pays de la planète. Hein. Les Jeux, c'est 208 pays, donc c'est quasiment tout le monde a repris. À savoir que c'est les Jeux d'hiver, il n'y a pas tout le monde qui fait de l'hiver. Donc on voit les téléchargements. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais il y a eu, d'un point de vue du CIO, les heures de diffusion des pays, on est à 2700, l'hiver c'était 478. Donc la progression des likes était vraiment phénoménale. On nous a comparé à Buenos Aires. Donc les Jeux d'été de Buenos Aires, qui étaient très digitaux, très dynamiques, on a quasiment eu le même impact que les Jeux de Buenos Aires. Ce qui est très très fort. Si on compare
quelques mois après, les jeux d'hiver, jeux d'été, d'avoir quasiment l'impact, c'était très très fort. Donc c'est peut-être la dernière occasion de poser une question, parce que je vois qu'il n'y en a plus qui arrivent par le chat, mais à moins qu'on ait oublié quelqu'un. Non, ah oui, bien sûr. Quels souvenirs de travail, de mémoire resteront dans la mémoire collective des Lausannois, jeunes, adultes, personnes âgées, autorités politiques, bénévoles, vous et le CIO? Qu'est-ce qui restera dans la mémoire? Ce qui est difficile, c'est qu'on est maintenant une année après les Jeux, puis il y a ce Covid qui nous plombe tous. Donc on a fait un truc incroyable, on était sur une montée phénoménale, on devait avoir les championnats du monde de hockey sur glace derrière, on devait avoir les championnats de cyclisme derrière, on devait avoir la pétanque derrière. Donc c'était un boost pour le canton, pour la région qui était sur un trend incroyable. Puis ce Covid, il a tout stoppé. Donc tout d'un coup, je vous dis, je vois les vidéos, je suis déjà choqué de voir qu'il y a eu du monde. Donc tout d'un coup, la mémoire, ce sera bêtement, il y a eu du monde. À l'époque, il y avait eu du monde ensemble. Je suis un petit peu... Maintenant, ce que j'entends quand on parle, je vois encore des gens maintenant en hiver avec leurs équipements 2020. Je pense que ce qu'on a entendu, les gens se rappellent quand même cette fête populaire phénoménale, cet enthousiasme populaire. Ensuite, les sites, vraiment tous les sites, ont localement eu un grand succès, puis ils ont une grande aventure locale. Des villages comme Diableret, des villages comme Lézin, comme Champéry, comme Villars. C'est des régions, la vallée de Joux, qui se sont enflammées, enthousiasmées et qui ont vraiment, je crois, des souvenirs qui vont rester pendant plusieurs générations. Alors, un peu dans le même ordre d'idées, et là je lis, m'a frappé la motivation des collaborateurs et collaboratrices engagés dans l'équipe des JOJ, vous en avez parlé. Hein. À quoi cela a-t-il été dû? Alors déjà, je pense qu'il y a un projet qui est magnifique, le projet fait rêver. Puis après, dès le début, franchement, toute l'équipe était dès le début motivée, super. Beaucoup de liberté, beaucoup de empowerment au sein de l'équipe. On a une conduite très, très déléguée, très, très encourageante vers les jeunes. On a fait confiance aux jeunes, on a une équipe très jeune. On a dans l'équipe très peu de personnes qui sont venues en disant « moi, je sais faire ». C'est beau, on n'a pas pris des consultants extérieurs qui vous expliquent comment on fait, on a pris des gens en leur disant « mets le feu, enthousiasme-toi, montre ce que tu veux faire ». Plein de jeunes qui ont pu développer leurs compétences. Donc je crois que ça de faire confiance aux gens, de laisser faire les gens, de les protéger, de les cadrer, mais de laisser une énergie positive, ça fait cet effet boule de neige, cette spirale virtuelle qui fait que tout le monde s'enthousiasme. Et puis on l'a souvent entendu, les gens qui viennent dans nos bureaux étaient étonnés par l'ambiance positive. Propre leadership, j'imagine aussi quand même. Alors peut-être un peu aussi. J'ai eu la chance, à R14, on a eu les mêmes échos d'engagement. Mais je pense que, avant vous parliez des crises, moi je pense le rôle du chef, il y a deux chefs. C'est ma vision, il y a deux chefs. Il y a le manager qui est exceptionnel, qui est parfait dans un courant normal, dans des boîtes normales, dans une crise comme le Covid, dans n'importe quoi. Il y a le manager standard, le manager qui est là, qui fait que ça roule. Puis après, dans des crises, justement, ou bien dans des événements comme ça, il faut un peu de leadership, il faut un peu de drive, tir en avant, et pas tout le temps vouloir manager la table Excel, puis ça, j'ai tellement dit ça, puis vouloir contrôler par la table Excel, mais plutôt, on va où, puis faire rêver les gens. Puis ça, on l'a mis en avant toute l'équipe. Leadership. Une question d'Emmanuel Bell, professeur Emmanuel Bell. Quels sont, selon vous, selon votre perception, les indicateurs de performance et de réussite les plus importants pour le CIO, pour la ville et pour le canton? Alors, pour la ville, je dirais... Voilà, je réfléchis là, j'y vais, je me mouille là. Mais pour la ville, je pense que c'était cette belle fête populaire. On a réussi à mettre ensemble la culture et le sport, et on a un budget tenu. Moi, je pense au niveau ville, et puis on a rayonné pour le CIO. On a fait quelque chose d'extraordinaire pour le CIO. Donc ça, je pense au niveau ville. Au niveau canton, j'imagine réussir à fédérer le canton autour d'un projet. C'est pas simple. Je disais souvent mes conférences, au début, quand je vais au Diableret ou quand je vais à Lézin, c'est deux mondes différents. Je veux dire, les hormonaux, c'est quelque chose, Lézin, c'est quelque chose. Donc, de dire tout le monde se met ensemble, tout un même logo, tout le monde s'est appelé Lausanne 2020,
Ça a l'air évident aujourd'hui, mais de mettre du Lausanne 2020 au Diableret, du Lausanne à la Vallée de Joux, du Lausanne 2020 à Saint-Moritz, c'est pas évident. Donc au niveau du canton, d'avoir Lausanne qui a brillé autour d'un projet unique fédérateur, je pense que c'est un immense succès du canton. Le canton s'est mis en avant comme un terrain de jeu sportif exceptionnel. Je pense qu'au niveau du canton de Vaud, avec le CO qui est au milieu, si on fait un rayon, alors il y a Aigle qui n'est pas très loin, mais si on fait un rayon autour du canton de Vaud de 60 km, autour de Lausanne, pardon, je l'ai dit tout le temps, mais je le pense, c'est le plus beau terrain de jeu planétaire pour les sports d'hiver et d'été. On sait tout faire et on a toutes les fédérations. Donc le canton, avec ces jeux, peut montrer que c'était vraiment le cas. Ensuite, pour le CIO, la question du CIO, pour le CIO, je pense qu'on a vraiment osé changer les mœurs, peut-être pas jusque-là, mais on a osé pousser un peu le champion, faire différemment. Ce n'était pas simple au début, des fois, parce que le CO vient avec une idée conçue de comment ça doit être, avec les risques qu'ils connaissent. Donc on a dû se connaître, se renifler, se faire confiance, mais on a réussi à gagner cette confiance assez rapidement. Et puis après, ils nous ont laissé faire un peu différemment. Et puis cette différence a généré plein d'idées super pour l'avenir. Ceux qui ont déjà lu les 2020 plus 5, les 15 idées, les 15 directions du président Thomas Bach, si vous les lisez, moi quand je les lis, je vois plein de choses qu'on a mis en place nous. Donc je me dis, on a montré un chemin possible. Il y a notamment, tout au début, il faut qu'on enthousiasme, qu'on ose sortir des stades avec les cérémonies. Il y a un mot qui dit qu'on doit, par exemple, penser à mettre de la culture, du sport, de l'événementiel avec, ce qu'on a réussi à faire. Puis au début, je peux vous dire, pendant 2 ans, 2016-2017, ce n'était pas évident de mettre la culture et le sport ensemble. C'est au niveau de la mentalité, c'est en Suisse, canton de Vaud et Lausanne, c'est des départements différents, c'est des budgets différents, c'est des gens différents, de mettre ça ensemble et de dire que c'est finalement la même chose. C'est l'éducation des gens, c'est le bien-être, c'est l'entertainment, c'est vivre. On le voit maintenant avec le Covid, hein, c'est vivre. Le sport, l'événementiel, la culture, on a besoin, c'est la même chose. Si vous faites du violon comme une star ou du patin à glace, c'est la même chose. Donc il ne faut pas être pas ensemble, il faut être ensemble. Et ça, on a réussi à le faire. Et le CEO l'a vu. Et je pense que c'est une des valeurs qui a été prise aussi. Donc Lausanne 2020 a été une sorte de laboratoire pour les JOJ du futur, aussi ceux d'été peut-être. Est-ce que, et on va peut-être terminer par ça, est-ce que ça serait aussi un laboratoire pour des Jeux Olympiques en Suisse, des Jeux Olympiques traditionnels en Suisse peut-être un jour? Alors, je fais toujours attention à cette réponse parce que je recommence avec ma théorie. Le top-down ne marche pas. Donc si maintenant on parle, ouais, c'est super, faire comme ça, puis quelqu'un prend l'idée top-down, faire comme ça, je vous dis déjà maintenant que c'est fichu. Je mets ma main au feu parce que de vouloir faire un top-down, vous allez tout de suite avoir des gens qui vont dire non, parce qu'ils vont tout de suite prendre le rétroviseur puis dire les jeux, c'est tout le temps un scandale financier, c'est tout le temps une aberration écologique, la sécurité coûte très cher, et puis ça sert qu'à quelques personnes. Donc si vous dites ça, vous allez vous battre contre quelqu'un tout le temps. Comment voulez-vous vendre un projet où je fais que l'expliquer contre les gens? Par contre, si on arrivait à fédérer les gens, puis on prend l'exemple de l'Aisin, l'exemple d'Aïjou, l'exemple de Champéry, l'exemple des TUF. Les TUF, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais les TUF ont refait leur stade, ont fait un stade. C'est eux qui l'ont fait, parce qu'eux voulaient pour leur centre de sport. Les TUF se développent, ont des compétitions, ça a mis le feu à la région, tout. Si on disait à ces régions, est-ce que vous pensez que ce serait bien, puis qu'eux viennent dire que c'est bien, là on a l'enthousiasme qui commence par la base. Mais pas quelqu'un dit, moi je veux faire comme ça. Il faut que ça vienne de la base. Et si ça venait de la base, on a tout pour faire, on sait faire, on est compétent. Je pense personnellement, maintenant, l'été, honnêtement, je pense qu'on est logistiquement trop petit, la Suisse. Je pense que pour les Jeux d'été en Suisse, tel que c'est maintenant, avec 10 000 athlètes, pardon, avec la masse médiatique et tout, la logistique, si on prend je prends que la logistique qui existe à des Jeux, si on doit la remettre d'été en Suisse, logistiquement, c'est très difficile. Rien que l'hôtellerie, on n'a pas beaucoup de lits en Suisse. Donc un lieu qui peut accueillir, ce n'est pas facile. Les aéroports, l'aéroport de Genève, c'est un tout petit aéroport. L'aéroport de Zurich, il est sympa, mais il est très petit aussi. Donc la logistique pour les équipements d'été, pour tout amener, là, ça serait le plus gros défi pour moi. Les Jeux d'hiver, je ne vois aucun problème. Voilà. Voilà une bonne conclusion, je pense, à moins qu'il y ait encore une question. J'en vois plus sur le chat, en tout cas. Si, il y en a. Quel est votre prochain défi? Mais toi, peut-être, si tu veux. Quel est votre prochain défi? C'est la dernière question là qui tombe sur le chat. Bon, je ne vais pas tout vous dire ici, mais j'ai 2-3 idées. 2-3 idées.
Bon, je pense déjà, si on peut mettre un peu cet enthousiasme et puis cette idée au niveau national de projet, pourquoi pas faire des belles choses. On parle d'expos qui vont venir, des projets qui viennent. Ça serait des défis. Ensuite, défi personnel, c'est bon, j'aimerais bien me retrouver dans l'organisation d'événements. Ça me plaît, ça c'est bien, je trouve. Et surtout avec cette vision tout le temps de ne pas faire l'événement pour l'événement, mais d'avoir une idée pour le futur, à quoi ça sert. Un événement lui-même, il ne sert à rien. L'événement doit être une lumière, un lighthouse, c'est un phare. Puis avec ça, on vise, mais on doit changer les choses avant. Et ça me passionne. Ce qui me passionne, on va dire, c'est the journey to, et pas forcément l'événement. Donc de dire, on fait un événement, oui, j'aimerais bien faire ça. Non, mais de participer à des idées de développement sur de grands projets, ça me plairait bien comme défi. Oui, c'est pas le comment on organise, mais c'est pourquoi on organise finalement. Et comment on y arrive, pas comment on le fait. Merci beaucoup encore une fois, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on a pu répondre à toutes les questions qui se posaient, en tout cas à travers le chat. Personne n'a osé parler en direct, mais merci encore une fois et à une prochaine occasion peut-être, à des prochains jeux peut-être. Avec plaisir. Merci encore. Jamais. Merci. Et merci à tous d'avoir participé. La prochaine conférence, je ne peux pas vous l'annoncer parce qu'elle n'est pas prévue encore, mais il y en aura régulièrement, il y en a toujours à l'IDEAP. N'hésitez pas à vous connecter. En tout cas, nous vous ferons savoir quand ces prochaines conférences pourront avoir lieu, car maintenant, vous êtes inscrits dans notre base de données. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée, merci.